Cher Hervé Juvin, je ne vais pas reprendre la présentation que j'ai faite de votre incroyable carrière comme conseiller de gouvernement à travers la terre entière. D'ailleurs, c'est ce que nous disions dans notre première conversation. J'y reporte tous ceux qui ont la bonté de nous retrouver aujourd'hui. Vous conseillez beaucoup de gouvernements et vous avez la tête, le monde entier dans la tête, à la différence de bien des Français, y compris des fonctionnaires, y compris des commerçants ou des industriels ou des diplomates qui n'ont pas compris ce que vous appeliez avant tout le monde dans un livre publié chez Gallimard, Le renversement du monde, je crois. Tout à fait. Mais c'est votre problème, vous êtes trop prophétique sur tout, y compris sur les questions dont nous allons parler, la politique, le localisme, l'écologie. Vous êtes au fond un des perles d'écologie. La question de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé, que nous allons aborder maintenant. Et c'est bien de l'avoir fait après le vaste panorama de l'évolution du monde que nous avons dressé précédemment. Merci de revenir. Merci à vous. Merci à vous pour m'avoir écouté. Et par quoi commencer une grande notoriété, notamment par vos ouvrages, notamment ceux publiés avec Marcel Gauchet chez Gallimard. Enfin, Marcel Gauchet comme éditeur, vous n'avez pas écrit ensemble. Pierre Nora. Et Pierre L'amitié Nora. Avec Pierre Nora a beaucoup compté. Ça a été un soutien indéfectible. Et Pierre Nora est quelqu'un qui a beaucoup marqué les livres que j'ai publiés. Il y a un livre qui a beaucoup marqué, je crois, qui a été publié, qui a été édité et traduit à l'étranger, L'avènement du corps. Tout à fait. Chez Gallimard, qui a été traduit en plusieurs langues, je crois. Notamment par Verso en Grande-Bretagne, ce qui fait qu'il a été vendu aux États-Unis. Il a fait l'objet de nombre de colloques universitaires. Des colloques sur le livre. Des colloques sur le livre, oui. L'avènement du à corps. Birmingham, à Boston, etc. Et il a également été publié par l'université Bocconi, très prestigieux éditeur en Italie. Et en Italie, aussi parce qu'il avait une magnifique couverture avec une magnifique italienne, le livre a fort bien fonctionné en Italie. Une ruse de l'éditeur. Le renversement du monde, ça date de 2010. La grande séparation, aussi chez Gallimard, pour une écologie des civilisations. Alors, j'ai pas tout lu. Le mur de l'Ouest n'est pas tombé. Les idées qui ont pris le pouvoir et comment le reprendre, chez Pierre-Guillaume de Roux en 2015. Le gouvernement du désir. Tiens, j'aimerais bien qu'on dise un mot. 2016. Bref, regardez la bibliographie d'Hervé Juvin. Vous serez impressionnés, chers amis. Mais qu'est-ce qui vous a pris de devenir député européen ? Probablement l'illusion d'être utile à quelque chose. Et sur la liste du Front National en 2019. Du Rassemblement National, cher Paul. C'était déjà du Rassemblement National. Pas tant de différence que ça, mais enfin bon. Probablement à la suite d'une relation de confiance et en tout cas de ma part de grande estime à l'égard de Marine Le Pen. J'ai en effet accepté de figurer sur la liste du Rassemblement National. Je pensais qu'au Parlement européen, sur un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur, ça pouvait être les sujets de sécurité, ça pouvait être des sujets de relations internationales, et c'était évidemment des sujets d'environnement. Je pensais qu'on pouvait agir. Je vous rassure tout de suite, ça a probablement été 5 années relativement inutiles. 5 années relativement inutiles parce que quand on ne fait pas partie des têtes de commission, quand on ne fait pas partie de la, je dirais, 20 ou 30 députés qui font à peu près la pluie et le beau temps. Dans les groupes principaux encore. Qui font à peu près la pluie et le beau temps au Parlement européen, vous ne servez à peu près à rien. La seule chose, vous pouvez diffuser des idées, parce que les moyens de diffusion sont... Et s'informer, bien sûr, ouais. Voir des choses. Vous voyez des choses, vous apprenez beaucoup. J'ai envie de dire que je n'ai certainement pas servi à grand-chose, en revanche, j'ai appris beaucoup. Vous vous êtes servi probablement à titre davantage. Pédagogique. Il faut en faire quelque chose à titre individuel. Il ne faut pas croire que l'action politique est quelque chose. Et ce que j'ai beaucoup éprouvé, ça a été probablement l'origine des localistes, puisque j'ai co-créé les localistes avec à l'époque un assistant dans mon cabinet européen, Andrea Cotarac. Qui est maintenant les localistes, proche de Marine Le Pen. Tout à fait. C'est probablement... Qui a été reçu par TVL il y a quelques semaines. Qu'un point très fort que vous ressentez encore plus dans l'Union européenne que dans les nations européennes qui ont gardé des mécanismes démocratiques. Nous y reviendrons. C'est qu'au sein des institutions européennes, tout est fait pour que tout vienne d'en haut. Je vais parler franglais, je le regrette, mais c'est top-down. Tout vient d'en haut
Et essentiellement maintenant, avec une extraordinaire concentration des pouvoirs, à peu près tout est dans les mains d'Ursula von der Leyen. Pour combien de temps, je ne le sais pas. Alors qu'en démocratie, tout devrait venir d'en bas. Et si je suis un tout petit peu plus précis, j'emploierai le beau mot de subsidiarité, qui nous vient d'ailleurs des théologiens catholiques. Le beau mot de subsidiarité, la meilleure décision est celle qui se prend le plus près du terrain possible. C'est très intéressant qu'actuellement, le travail des institutions qui gouvernent la Chine consiste, et c'est le cadre de la Global Governance Initiative, ça consiste à chercher par quels moyens rapprocher les centres de décision et la responsabilité du terrain. Ce qu'on appelle en Chine People's Centered Governance. Ah, il faut vraiment passer par l'anglais. C'est le programme des localistes. Le programme des localistes, il tient dans cette réflexion de... Alors c'est vraiment un parti politique? Non, c'est absolument pas un parti politique. C'est quoi? C'est une association en forme juridique? C'est quoi? C'est une association. C'est une association qui comprend des membres dans une vingtaine de pays dans le monde. C'est une association discrète qui voudrait rétablir la démocratie, donc sur ses bases, c'est-à-dire les choses doivent venir au plus près du terrain possible, selon un travail remarquable de l'anthropologue ou du sociologue américain qui s'appelle Albert Hirschman, qui avait publié un remarquable livre dans lequel il explique les 3 possibilités d'action du citoyen. Le citoyen dans toute société, il a 3 attitudes possibles. Il a une attitude qui est « je ne supporte plus la France », donc j'émigre, je quitte, exit. Il a une autre solution qui est celle de l'exil intérieur. Je regrette qu'en France, beaucoup de gens se résolvent aujourd'hui à l'exil intérieur, se replient sur l'exil intérieur. Je ne participe plus à rien, je ne vais plus voter. Très vrai ce que vous dites. J'essaye de ne plus payer d'impôts, j'essaye de ne pas être visible à l'administration, au pouvoir, à la police, etc. Je me replie sur mon petit confort personnel et individuel. Je passe entre les gouttes. Et l'attitude du citoyen, le citoyen avec un grand C, le citoyen au sens de Robespierre et de la Révolution ou de Jean-Pierre Chevènement, le citoyen, c'est celui qui sait la possibilité de m'exprimer sur tous les sujets et la possibilité que ma voix soit entendue. Et qu'elle porte. Et le localisme s'attache à reconstruire à la fois la démocratie dans nos pays, mais aussi, avec une totale immodestie, trouver des moyens d'une meilleure entente entre les peuples et entre les nations pour achever la paix. Ça doit se passer par le fait de donner une voix aux citoyens sur son territoire. Parce qu'il y a évidemment une seconde conviction qui anime les localistes, c'est le fait que la géographie est en train de faire son grand retour. On avait cru que la géographie avait disparu, l'abstraction de nous mettre à penser depuis Hobbes jusqu'à Hegel, c'est le territoire ne compte pas, les hommes sont tous les mêmes et il y a des vérités universelles. Où que ce soit. C'est l'ère des Lumières, c'est la globalisation, c'est l'uniformisation du monde. La globalisation qui est en reflux, en plein reflux. Qui est partout en reflux. Oui. Et donc le reflux de la globalisation, c'est la remontée des territoires et c'est la remontée de la géographie. Nous voyons bien que la distance, ça compte. De la terre, du géos, de la nature d'ailleurs. La nature, parce que la raison pour laquelle la géographie reprend ses droits, c'est le climat de Montesquieu, c'est le fait que nous n'avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds, c'est la question environnementale. Et c'est le localisme, le principal sujet qu'il aborde, c'est évidemment le sujet de la catastrophe environnementale qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Catastrophe environnementale qui n'est absolument pas seulement liée au dérèglement climatique, nous allons probablement y revenir, mais catastrophe environnementale qui est bien plus liée à l'empoisonnement des sols, des eaux, de l'air, avec des conséquences dramatiques pour la santé humaine. Donc si j'y reviens, le lien entre l'avènement du corps, le lien entre le gouvernement du désir, c'est tout simplement que le monde de consommation illimitée et le monde dans lequel le citoyen d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme qui a des droits, a droit à voir ses désirs satisfaits de manière illimitée, c'est tout simplement la condamnation à mort de l'humanité ou la disparition de la planète. Évidemment. C'est à ça que s'attachent d'abord les localistes. C'est un mode de vie consumériste qui est très anglo-saxon et très américain aussi, dont il faut que nous les prenions. Oui, l'hyperconsommation, elle est quand même attachée à l'American Way of Life, tel qu'il nous a été imposé. Je crois que c'est attaché à quelque chose... Je dis bien imposé au XXe siècle. Je crois que c'est attaché à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est, pour achever le modèle de croissance illimitée et d'enrichissement illimité de quelques-uns, il faut supprimer tout ce qui, comme règle sociale, comme fonctionnement de la démocratie, comme engagement spirituel ou politique, étaient des substituts à la consommation.
Nous avons beaucoup parlé de l'Inde il y a quelques semaines. Je reviendrai à la carrière de Narendra Modi. Narendra Modi était quelqu'un de pauvre, voire de très pauvre. Il a commencé sa vie en étant adhérent au RSS. Le RSS, c'est une organisation de promotion de masse qui s'attache à recruter, je dirais, des missionnaires laïcs qui ne se marient pas, qui ne gagnent pas d'argent, qui ne font pas d'affaires, qui passent la totalité de leur temps à animer des réunions, à organiser des manifestations dans les coins les plus reculés de l'Inde pour faire progresser la conscience politique de la population. C'est ce qu'a fait Narendra Modi pendant les 20 premières années de sa vie. Et c'est comme ça qu'il a Narendra Modi a été une espèce de moine laïque qui a passé toute son adolescence, toute sa jeunesse, je vais employer un mot qui ne s'applique pas, nous sommes en Inde, mais à évangéliser les masses, à leur donner le début de culture politique, à leur dire il faut aller voter. Il faut aller voter pour ceux, vous êtes hindou, qui incarnent les valeurs hindoues. Il faut aller voter pour ceux qui vont développer l'indépendance de l'Inde. Il faut aller voter pour ceux qui vont promouvoir une Inde plus florissante, plus prospère, plus développée, etc. etc. Et c'est ce qu'il faut faire en France. Et c'est un admirable travail qu'a fait le RSS, qui a très mauvaise presse en Occident, notamment de la part de nos amis britanniques qui ne supportent pas l'indépendance de l'Inde et qui essayent de s'en venger par tous les moyens. Le RSS qui fête un siècle d'existence. Le RSS aura un siècle d'existence en 2026. Le RSS a fait un formidable travail de progrès de la population et de la conscience politique de la population indienne. Oui, vous parliez lors de notre première conversation des Jacques en Bretagne, c'est un peu ça aussi. Il y a un peu de ça. Agricole il y a bien sûr la promotion et l'éducation. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce qu'a fait la plupart des leaders de l'agroalimentaire breton d'ailleurs, qui sont passés par les Jacques. Oui. C'est exactement ce que fait le RSS en Inde. Qui en effet produit des... Avec des aspects d'extrémisme hindou qui sont très critiqués et mis en avant chez nous, mais le travail essentiel, ça a été un travail de promotion des masses. Et c'est un travail qui porte aujourd'hui ses fruits. C'est probablement ce qu'il faudrait essayer de développer dans d'autres pays du monde. En France. Je pense que nous avons aujourd'hui une absence de culture politique qui est sidérante. Je ne suis pas un grand nostalgique du communisme, mais il faut bien reconnaître que le communisme, dans sa meilleure version, c'était une pratique d'éducation et de formation politique populaire qui était extraordinaire. Oui. Ça a à peu près disparu, il n'y a aucun parti qui remplace dans ce rôle. Théâtre, etc., ils sont allés très loin. Et je pense, et j'en reviens à votre question, je pense que cette disparition de l'éducation politique et citoyenne populaire, ça remplit une mission. La mission, c'est que quand il n'y a plus de conscience politique, il n'y a plus que la consommation. Quand il n'y a plus de conscience politique, quand il n'y a plus de l'intérêt pour la chose commune, on peut tout privatiser. Quand on sort de l'être, on plonge dans l'avoir. Voilà. C'est très exactement cela, et je pense que toute une caractéristique... L'avoir supplée à l'absence d'être. Le libéralisme de l'individu absolu consiste à détruire tout ce qui touche l'être pour le reporter sur l'avoir. Votre seul et vrai paradis, c'est de pouvoir consommer davantage. Au prix d'ailleurs d'un endettement qui fait que vous n'avez plus un sou devant vous, ce qui est la situation de la très large majorité de la population américaine aujourd'hui. Et les gratte-ciel ne montent pas au ciel. C'est un modèle redoutable, mais c'est le modèle qui est en train de s'instaurer partout. Et qui s'effondre. Et c'est le modèle qui va s'effondrer ou qui est en train de s'effondrer, très probablement. L'illimité n'est pas possible. Alors notamment c'est la tour de Babel, à cause de la contrainte environnementale. Ouais. La contrainte environnementale. C'est la parabole de Babel qui ouvre la Bible. C'est la parabole de Babel, mais c'est aussi ce qui va mettre fin à toute une part de la civilisation occidentale, de la civilisation du progrès. Rappelons-nous de ce que disent Locke et Adam Smith. Ils disent que seul le travail humain fait de la valeur. Oui. Les ressources naturelles, on peut les prendre, on peut s'en servir, on peut les récolter, on peut les capter, elles n'ont pas de valeur. C'est ce que va dire Jean-Baptiste Say dans un de ses cours à l'école polytechnique. Jean-Baptiste Say est un économiste libéral français. Il est professeur à l'école polytechnique et je crois qu'en 1818, il commence son cours en disant « Les ressources naturelles sont à la disposition de tous, elles n'ont pas de prix, elles sont illimitées. » C'est faux. C'est ce qui est en train de s'arrêter. C'est faux. Mais il faut bien voir que notre révolution industrielle, notamment notre consommation d'énergie, notre consommation de terre, etc., tout cela s'est fondé sur cette contre-vérité. Les ressources naturelles étant inépuisables n'ont pas de valeur et sont à la disposition de tous. Il y a un point le modèle est en train de s'effondrer. Il y a un point d'application parmi 50, vous en parliez dans cet magnifique entretien que vous avez donné il y a 2 ans au Nouveau Conservateur, c'est la question de l'épuisement des terres. La question de l'épuisement des terres, qui fait pour moi partie des choses au moins aussi importantes que le dérèglement climatique. Tellement dont on a voulu pousser les limites, justement, oui. Et en pensant qu'elles étaient illimitées, une partie de nos terres, qui ne donneront plus rien, y compris des meilleures terres françaises du passé, sont mortes. En fait, historiquement, elles sont riches
parce qu'il faut savoir que la Beauce et la Brie, c'était des forêts. Et ces terres sont riches parce qu'elles sont encore riches De l'ensemencement précédent. et très exactement, de tout ce qui reste, y compris comme micro-organismes, mais aussi comme bactéries en profondeur dans le sol, un peu comme le tchernosium ukrainien. Sur les meilleures terres au monde, c'est sur 3 mètres de profondeur que nous avons des forêts qui datent de siècles et de siècles qui ont nourri la terre. On cultive sur ces terres. Mais dorénavant, on a à peu près épuisé l'héritage et ces terres ne sont plus fécondes et ne sont plus fertiles qu'à cause de la chimie agricole que l'on y déverse. Mais laquelle ça a une fin. Laquelle a ses limites, voilà. Ça a une limite. Ça a une limite de prix. Ça a aussi une limite, c'est que les terres sont mortes. Une partie des terres françaises qui étaient des terres profondes et de grande qualité, il n'y a plus un animal vivant, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus d'insectes, il y a beaucoup moins de bactéries, il n'y a plus de vie dans la terre. Rien ne les régénère. Et donc on peut essayer de maintenir cette vie artificiellement pendant un certain temps, il y a un moment que ça devient impossible. D'autant, je ne vais pas rentrer dans les détails, que les phosphates s'épuisent, qu'un certain nombre de minéraux qu'on ajoutait à la terre pour restaurer sa fécondité sont en train de s'épuiser. Donc il y a une situation dans laquelle c'est l'ancien président de Nestlé, il y a maintenant une vingtaine d'années, tirait la sonnette d'alarme. Le président de Nestlé n'est pas supposé être un environnementaliste fanatique, en disant qu'un tiers des terres européennes ne seraient plus fertiles dans les décennies qui viennent. Nous sommes en train d'être confrontés à cela. Que de bonnes nouvelles. Non, il va simplement falloir s'attaquer très sérieusement à la question. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que la politique européenne, malgré Green Deal, mais le Green Deal a été très largement organisé par les puissances financières qui trouvaient un grand intérêt à la compensation carbone, etc. Il a été totalement piraté par des entreprises comme les compagnies aériennes qui, au nom de la compensation carbone, ont dit qu'en plantant des forêts, dont d'ailleurs la plupart des arbres meurent dans les 2-3 ans après leur plantation, elles pouvaient continuer à polluer dans l'air comme elles le voulaient. Tout ça sert à maintenir le prix de la tonne de carbone en dessous de 10 €. C'est très simple. Toutes ces manipulations, qui sont réellement des manipulations et qui pour certaines ne sont pas loin de l'escroquerie, ont caractérisé pour moi le plan vert. La réalité, c'est que les limites écologiques, nous y sommes. Les limites de perte de biodiversité, les limites de perte de fertilité des sols, les limites de l'empoisonnement des eaux, des terres et de l'air, nous y sommes. Nous sommes aussi confrontés à la rareté d'un certain nombre de choses absolument indispensables à nos industries. Je pense à l'usage que fait la Chine qui contrôle à peu près les 3/4 des terres rares et des minerais rares, qui est en train de mettre une forme d'embargo pour contrôler les productions industrielles et les productions d'armement de l'Ouest. Bref, nous sommes en train de toucher les limites de ce monde que nous avons cru nous procurer des ressources inépuisables. Et ça, c'est probablement l'un des plus grands sujets politiques de l'avenir. Ce qui me navre, c'est de voir que toute l'attention et tout le travail des politiques européens et hélas des politiques français, c'est pour se boucher les yeux. Je ne veux rien voir, continuons comme c'est le cas. Parce que tout cela ne figure pas du tout dans ce qui s'appelle le débat politique d'aujourd'hui, qui est un brouhaha imbécile. Non, pour une raison probablement explicable, c'est que dorénavant, le problème de la démocratie n'est pas le problème de la dictature des politiques. Le problème de la démocratie, c'est le problème de la prise de pouvoir par les grandes entreprises. Un certain nombre de grandes entreprises, et dans le domaine agricole, je prendrai l'exemple de Fiteis, qui est le lobby des bailleurs Monsanto, BASF, etc. Je prendrai l'exemple du groupe Avril. Il faut voir cette situation absolument aberrante dans laquelle le président du groupe Avril, qui est un groupe remarquable, très bénéfique à la France, mais c'est un groupe d'agro-industrie totalement orienté vers l'exportation et les grandes cultures. Il se trouve que le président du groupe Avril est en même temps le président de la FNSEA, qui prétend défendre les petits agriculteurs. Vous voyez simplement la contradiction. Ça marche pas. Il est clair que tant qu'on va laisser un tel pour Lactalis ou des choses comme ça. C'est la même chose pour beaucoup de grandes entreprises industrielles françaises qui s'abritent derrière les petits producteurs et qui en fait ont à peu près tout pouvoir sur la filière agroalimentaire française. On ne peut plus parler d'agriculture. Il s'agit d'une industrie agroalimentaire. Le résultat de tout cela, c'est que nos gouvernements font tout pour ne pas tenir compte des préoccupations sanitaires, des préoccupations environnementales. J'en ai évidemment un exemple avec le recul du gouvernement sur la loi Duplon. Le Conseil d'État a censuré des dispositions de la loi Duplon et l'on voit, c'est en ce moment, à cette fin d'année 2025, que le gouvernement français ne respecte pas les injonctions du Conseil d'État. Alors des associations comme Polinis sont en train de porter l'affaire devant les tribunaux, sont en train de mobiliser des experts indépendants, des laboratoires de recherche indépendants pour tenter de limiter la destruction et l'empoisonnement chimique des sols et finalement de la santé humaine.
mais c'est un combat dans lequel je déplore que le gouvernement français soit en train de faire tout ce qu'il peut pour supprimer les financements des associations, supprimer l'expertise indépendante, supprimer la capacité des laboratoires indépendants à se faire entendre. Bref, notre gouvernement est en train de remettre le sort de la France aux mains de quelques grands industriels. Les Français. Qui, comme par hasard d'ailleurs, sont essentiellement allemands, BASF et Bayer étant les dignes héritiers d'une Allemagne passée. Ah ben n'en parlons pas, parce que... Oui, n'en parlons pas. Votre pique est pleine de résonance, on n'a pas besoin de préciser. Entre autres conséquences, il y a la santé. Je me souviens vous avoir dit lors de notre première conversation, vous étiez un peu médecin. Non, mais je me suis beaucoup intéressé au rapport entre la santé et l'alimentation et la santé et l'environnement. L'agriculture, c'était d'ailleurs notre thème, agriculture. Il faut prendre les choses dans cet ordre. Agriculture, alimentation, santé. Mauvaise agriculture ou disparition de l'agriculture. L'alimentation est le geste par lequel on mange l'environnement. En clair, voilà. L'alimentation est le geste le plus intime qui soit, puisque nous absorbons ce qui vient de la terre, ce qui vient d'un élevage, ce qui vient des fruits, des légumes sur les arbres, etc. En principe. L'alimentation, c'est notre corps qui ingère son environnement. Oui, mais tout est retraité. Et donc, quand l'environnement est pollué, par de la chimie agricole, par des pesticides, par des insecticides, etc., ça s'intègre à notre corps. Il faut savoir que dans le corps humain maintenant, on retrouve en quantité des microplastiques, par exemple, puisque notre environnement maintenant est saturé de ces toutes petites micro-boules de plastique qui viennent des déchets plastiques qui sont partout et que nous ingérons et qui restent dans notre corps. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît extraordinairement grave. L'homme moderne est chimique. Épouvantablement chimique, ce que j'allais dire. L'homme moderne est épouvantablement chimique. Mais il survit quand même. Alors, il survit quand même parce que il y a eu nombre de progrès. Si vous avez connu les épiceries de nos enfances, cher Paul-Marie Couteau, vous savez très bien que les épiceries de notre enfance, on dit tu vas bien de la part de Madame Intel, parce que là tu auras des produits frais. Le Parisien de passage risquait bien de se voir refiler des produits qui n'avaient pas de date de péremption. Le fond du cajot, oui. C'est très exactement cela. Donc là-dessus, il y a eu des grands progrès. J'entends une croisade actuellement par les partis qui veulent se rallier, soi-disant des majorités. Il faut supprimer les normes, il faut supprimer les réglementations. Ah oui, vous êtes d'accord pour supprimer les normes sur la péremption des produits. Vous êtes d'accord pour qu'on contrôle moins les composants chimiques ou les additifs chimiques d'un certain nombre de produits. Vous êtes d'accord pour que les produits industriellement saturés de graisse et de sucre, ce qu'on vend par exemple dans certaines marques de restauration rapide, qui sont des marques d'empoisonnement rapide, vous êtes d'accord pour qu'on supprime les réglementations. La véritable réforme à faire... Toute l'alimentation transformée d'ailleurs. La proposition des localistes dans ce domaine est très claire. C'est une étude de la London School of Economics et de l'Université pour la santé de Londres qui l'a dit. Si l'on supprimait les aliments saturés en graisse et en sucre, ce sont des boissons et ce sont un certain nombre d'aliments pré-préparés. Si on supprimait ces aliments des rayons en interdisant la consommation, probablement qu'on épargnerait entre un cinquième et un quart des dépenses de la sécurité sociale. Pas plus. Parce que ce sont les aliments... Pas plus. J'aurais osé dire sur un tiers, mais c'est considérable. Ouais, l'obésité devient une maladie qui touche de plus en plus jeunes. On a des préadolescents qui sont déjà obèses. Le diabète. Et l'obésité, c'est le diabète, c'est les cancers précoces, c'est les maladies dégénératives, c'est l'incapacité de se reproduire, etc. Eh bien, si on interdisait un certain nombre d'aliments saturés en graisse et en sucre, bien sûr, on interdirait un certain nombre d'aliments sursaturés en graisse et en sucre, ou on interdirait ces pratiques industrielles, de même que rajouter du sel à des aliments, je pense notamment à toute la charcuterie, on rajoute du sel exprès, probablement, est-ce qu'on pourrait gagner une économie considérable de la sécurité sociale? Et la proposition de la localité, c'est simple, il faut faire payer l'industrie. Quand de manière prouvée, scientifiquement établie, les pratiques industrielles coûtent à l'industrie de la santé, il faut tout simplement que l'industrie paye pour les dégâts qu'il cause à la santé. Bon, et la sécurité sociale... C'est un des moyens d'aller vers l'équilibre de la sécurité sociale. Oui, personne n'y songe. Personne n'y songe parce que toucher un certain nombre de grands intérêts industriels, et en particulier de l'industrie agroalimentaire, est impossible. Je rappelle ce qu'a établi Robert Kennedy, le secrétaire d'État à la santé nommé par Donald Trump, qui fait un remarquable travail, il faut le dire. Kennedy a établi que 80% de la viande vendue aux États-Unis passe par 4 multinationales.
Vous avez 4 multinationales qui contrôlent la quasi-totalité de la viande produite et vendue aux États-Unis, donc la manière dont cette viande est produite, la manière dont il y a des additifs dans cette viande, la manière dont cette viande peut comporter des hormones, etc., etc. Vous avez 4 acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on est dans une situation de ligopole et que ces 4 acteurs peuvent imposer leur volonté aux autorités. Regardez ce qui est en train de se passer en France. Nous avions une autorité indépendante qui faisait un remarquable travail qui s'appelait l'ANSES. Une organisation publique, une institution qui a pour but la santé des Français, la vérification des aliments concernant leur impact sur la santé des Français. Eh bien, après la loi Duplon, le gouvernement français est en train de dire que l'ANSES ne pourra plus opérer que sur les consignes du ministère de l'Agriculture et devra obéir aux priorités du ministère de l'Agriculture. Ça veut dire en clair qu'on donne les clés de l'ANSES aux grands industriels de l'agroalimentaire. Dans tous les domaines, les laboratoires indépendants ne sont plus pris en compte, voire n'ont plus le droit de faire des expertises ou de les publier, au nom d'un secret industriel utilisé, à mon avis, à très mauvais escient. Dans tous les domaines, on a une régression de ce qui avait été l'ajout magistral du Grenelle de l'environnement. S'il y a une chose qu'il faut célébrer dans l'action de la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est le succès du Grenelle. Le Grenelle a été un succès mondial. Même Hillary Clinton, même le gouvernement du Brésil, même des gouvernements asiatiques étaient venus en France se renseigner sur la manière dont la France avait procédé pour mettre côte à côte les associations de défense de l'environnement, les syndicats, les producteurs et les administrations. Et ça avait fonctionné. Avec un programme à la sortie en plus. Et je rappelle que ça avait fonctionné avec un vote à l'unanimité du Parlement, sauf de quelques verts égarés pour des raisons idéologiques. Parce qu'on allait le Parlement, pratiquement à l'unanimité, avait évoqué le Grenelle. Alors, tout le travail actuel du gouvernement français, c'est de détricoter mesure après mesure ce que le Grenelle avait apporté sous les injonctions de l'industrie. C'est ça, et qui avait porté ombrage aux intérêts particuliers. Bon, c'est un problème vieux comme le monde. L'État a été fait pour limiter l'emprise des intérêts particuliers. Dans les sociétés, mais aujourd'hui il est par terre. Il est à la main des intérêts particuliers. Il est par terre, et surtout ces intérêts particuliers ont une capacité de propagande, d'abord d'intoxication, de mensonge, et des capacités techniques et techniciennes. Bien entendu. Alors là, pour le coup, l'argent est de leur côté. Illimité. L'argent et même la technique. Alors, je serai un tout petit peu plus modéré, si vous me permettez. Il se trouve que j'ai l'occasion de suivre de près les travaux d'un certain nombre d'associations. J'ai parlé de Polynice, sur les effets chimiques, notamment sur les pollinisateurs et la disparition des abeilles. Il faut savoir qu'il y a à nouveau une dizaine d'espèces d'abeilles sauvages qui sont menacées d'extinction. Je suis de près le travail de... Philippe de Villiers avait publié en 2002 un livre alertant sur la disparition des abeilles. Je suis de près les travaux du SPACE pour la protection des animaux sauvages, Robin Desbois, qui fait un travail de documentation absolument remarquable, extraordinairement précis, par exemple sur le trafic de matières nucléaires, le trafic de produits chimiques que l'on envoie dans d'autres pays parce qu'on ne peut pas les traiter chez nous. Il y a nombre d'associations... C'est eux qui avaient traité la question des ondes aussi, Robin Alors, la question des ondes est un sujet que personne ne veut voir, que des travaux internationaux montrent bien que les ondes ont des effets perturbateurs sur la santé humaine, et notamment les antennes 5G. Les antennes 5G ont probablement des impacts sur la santé humaine, mais vous n'avez aucun laboratoire qui soit autorisé à travailler là-dessus parce que sacro-saint. J'ai envie de dire, le salut viendra des zones blanches. Ça n'est pas mauvais du tout pour votre santé, cher Paul-Marie Couteau, d'aller passer quelques semaines ou quelques mois dans une zone blanche où il n'y a pas d'antenne 5G. J'ai une maison en Corrèze, je peux vous dire. Que heureusement, c'est la croix et la bannière pour téléphoner. Mais... Vous avez des revues comme Reporter, comme Thérèse, etc., qui font un remarquable travail. Tout ça sous l'égide de France Nature Environnement, qui est une fédération d'associations. Je crois qu'il y a plus de 6000 associations qui adhèrent à France Nature Environnement. Et j'ai envie de dire, ces gens-là travaillent pour nous sauver la vie. Donc c'est plus les gouvernements. Ce ne sont plus les gouvernements. C'est les citoyens. On a un monde de citoyens et d'associations. Je pense aussi à Terre de Liens qui organise la propriété collective de terres exploitées de manière écologique et de manière durable. Bref, en France, il y a une fermentation où il y a une activité des associations qui est remarquable. Le problème actuel de l'action du gouvernement, c'est de tenter de bloquer les financements de ces associations, c'est de les traîner en justice, c'est de leur interdire les recours. Par exemple, les antennes d'utilité publique, on a considérablement réduit les capacités d'accès des Français à l'information, on a réduit leur capacité à s'opposer à un projet, par exemple d'éoliennes en mer. Tout ça me semble ressembler à un coup d'État de la grande industrie contre la liberté des citoyens
et contre le fait que les citoyens aient la capacité à être entendus sur le territoire où Avec ils vivent. Ça, c'est le fondement du localisme. Avec la complicité d'un super pouvoir européen. Avec la complicité évidente d'un super vous l'avez pouvoir vu, européen. à Je Strasbourg et rappelle que Bruxelles. si le citoyen a accès à certaines agences, par exemple à l'ANSES, qui était indépendante, l'agence de sécurité de la santé européenne ne travaille que sur les études fournies par les pétitionnaires, c'est-à-dire par les industriels. Aucun laboratoire indépendant n'est pris en compte, aucun travail d'un laboratoire indépendant, d'une association indépendante n'est pris en compte par l'Organisation européenne de la santé. Alors il ne faut plus faire de politique au sens ne plus participer à la vie politique banale, les élections, etc. Il faut s'investir localement. Je pense que s'investir localement a du sens. Et puis il faut essayer, pour ceux qui y ont accès, il faut essayer de travailler directement avec les gouvernements. Il faut essayer de faire travailler directement avec les gouvernements, parce que je peux le dire pour en avoir l'expérience. Quand vous leur expliquez que c'est eux, ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui vont subir les conséquences d'un certain nombre de choses, vous avez une écoute. Parce que nous sommes tous, hommes ou femmes, soucieux de notre destinée, soucieux des générations qui viendront après nous. Et je pense que c'est un discours qui peut être entendu, mais il doit être tenu et il doit être appuyé. On a quand même besoin des gouvernements, ne serait-ce que pour l'aménagement du territoire. Bien sûr. Grande affaire la Ve République, hélas abandonnée, Oui. Complètement abandonnée, mais c'était une grande affaire des premières années Ça a été même un des plus grands sujets du gaullisme, la répartition des activités sur le territoire. Un grand baron gaulliste qui a été voué à cela, qui s'appelait Olivier Guichard. Tout à fait. Maire historique de la Baule. C'est chez vous, tiens, c'est vrai, pas loin. Et qui s'est voué à cette affaire-là, complètement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point la France d'aujourd'hui et la France qui continue à bien tourner, à quand même être encore bien organisée, à bénéficier notamment d'infrastructures que d'autres pays européens nous envient, tout ça a été lancé dans les années 60 ou au début des années 70. C'est formidable de voir que 60 ans après, même plus de 60 ans après, nous continuons à vivre, que ce soit pour Airbus, que ce soit pour Ariane, que ce soit pour la défense, et pour l'énergie, que ce soit pour les autoroutes, que ce soit pour le nucléaire. Le nucléaire, avec EDF, nous continuons à vivre sur un héritage 50, que 60 malheureusement et 70, l'Union européenne et l'absolue stupidité d'énergie Wende et la politique allemande de l'énergie nous obligent à limiter, voire nous détruisons l'héritage sous l'ordre européen, alors que c'est cet héritage qui nous donne des avantages, qui demeure l'envie de nos concurrents. Et qu'il est plus précieux que jamais. Plus précieux que jamais. L'exemple de l'énergie est frappant. Il y avait un seul atout de l'industrie française. L'EDF. Le meilleur atout, c'était l'énergie à bas prix. EDF. Notamment après la cessation des livraisons de gaz et de pétrole à pas cher, qui ont donné son avantage compétitif à l'Allemagne. L'Allemagne perd son avantage compétitif. Que fait l'Union européenne? Elle impose à la France un soi-disant marché européen qui la prive de cet avantage compétitif. L'Allemagne est aux commandes de l'Europe. Ça restera, et je pèse mes mots, ça restera une faillite politique au moment où, pour la première fois depuis les guerres napoléoniennes, la France avait un avantage militaire incontestable sur l'Allemagne, qu'à certains moments la France n'ait pas pu taper du poing sur la table en disant « Messieurs de Berlin, nous avons l'arme nucléaire et vous ne l'avez pas ». Oui, ben c'est pareil dans tous les domaines, cher ami. Regardez l'aéronautique. L'Allemagne n'avait aucune aéronautique quand elle a été recréée en 49 ou 50. Et puis finalement, sous couvert de coopération, il n'y a rien de pire franco-allemande. Quand je vois la manière dont les avionneurs allemands entendent faire la loi à Dassault. Et qui finalement mène le bal. Quand j'entends la manière dont KNDS entend faire la loi à Nexter. Alors que l'aéronautique française était l'une des meilleures du monde. Non, mais la France a des perles. Le canon César est l'une des seules armes redoutées par les Russes sur le front ukrainien. Et c'est nous qui le Rafale est probablement un avion très supérieur au F-35, surtout que le rapport qualité-prix est extraordinairement différent. Nous avons des pépites en France. Malheureusement, l'action de l'Union européenne, et je dois le dire, l'action des gouvernants allemands au sein de l'Union européenne, s'applique méthodiquement à saper tous les avantages concurrentiels de la France. De la France, ça oui. Il y en a un qui résiste un peu, c'est le patron de Dassault, qui a pas longtemps de cette oreille. Remarquablement. Mais, hommage à ce personnage. Remarquablement. J'ai oublié son nom, mais ça fait partie des héros anonymes. Écoutez, revenons un peu tout de même, puisqu'on est à une politique, la question politique, à ce qui est peut-être le plus important pour l'avenir, c'est une politique agricole, si j'ai bien compris. Est-il vrai qu'en repeuplant nos campagnes,
est-il vrai que, comme le dit la coordination rurale, il y a, je crois, 1,5 million d'emplois à trouver ou qui pourraient être créés par un changement du paradigme agricole, et que, de fil en aiguille, l'aménagement du territoire, la répartition des hommes sur notre territoire, le regain de nos traditions qui viennent du monde rural serait assuré. Est-ce que c'est un objectif chimérique? Vous partez d'une réalité que tous ceux qui ont l'occasion de voyager en France, de séjourner en France, dans ce qu'on appellerait la France profonde, voient bien, c'est la mort du village. Il y a un excellent ouvrage de Le Goff qui date déjà maintenant de pas mal d'années, qui s'intitule La mort du village. On peut la constater partout. Ces villages où il n'y a plus de café ouvert le soir, où il n'y a plus de restaurant ouvert le midi, il n'y a plus rien d'ouvert. Il n'y a plus que ça, des cafés. Ou à la limite des villages où il n'y a plus que ça. Mais eux aussi sont en train de beaucoup fermer. Ces villages où il n'y a plus un seul commerce ouvert, où il y a des distributeurs automatiques de pizza, il y a des distributeurs automatiques de pain, et on vient de m'apprendre qu'on commençait à mettre en place des distributeurs automatiques de fruits de mer. Oui, bravo. Donc plus aucun contact humain. Et de café. Plus aucun contact etc., humain. etc. Selon l'expression de quelqu'un qui vit dans un petit village de l'Aveyron, vous avez un infarctus sur la place du village un dimanche après-midi, on mettra des heures avant de vous trouver. Plus personne ne passe, le village est mort. Ça, c'est la situation d'un nombre alarmant de villages français, avec une concentration, mais vous le savez, de la population le long des côtes et dans les grandes villes. Et le reste de la France, c'est aussi un vieux titre, est en train de devenir un désert français. Dire que la voie est simple, c'est évidemment un grand sujet pour les localistes. Dire que la voie est simple, non. C'est Michel Crouzet, Paris et le désert français. Tout à fait, Paris et le désert français, un livre historique qui a beaucoup marqué. Oui. Ça n'a fait que s'aggraver depuis. Oui, il y a eu la réaction de l'aménagement du territoire sous la Ve République, comme nous le disons. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de le reprendre assorti d'une autre politique agricole, en donnant des primes à l'agriculture extensive et non plus intensive? Est-ce que je rêve quand je dis ça? On dirait presque qu'il faudrait une prime à habiter sur le territoire. Le problème de l'agriculture traditionnelle, j'en ai une illustration assez amusante en étant immobilisé par un troupeau de moutons sur une route en Lozère, avec une dizaine de Parisiens sortis de leur voiture pour faire des photos, et avec le paysan avec ses chiens disant faudrait qu'on me paye. Puisque c'est vrai que ce troupeau attire des gens. Les Parisiens sont absolument ravis de faire les photos d'un troupeau de moutons qui traverse une route, avec les chiens qui courent, c'est magnifique, dans un paysage par ailleurs magnifique, et le paysan plein de bon sens disant faudrait qu'on me paye aussi pour ça. Mais ce sont les externalités de l'agriculture. Ce dont on ne tient absolument pas compte, ce sont des externalités négatives des grandes cultures quand elles détruisent des terres, quand elles conduisent aux abus d'insecticides, de polluants chimiques, etc. Et les externalités positives, par exemple de ce troupeau de moutons, qui fait partie des raisons pour lesquelles on a des Parisiens qui vont dormir à l'hôtel, qui vont aller passer des vacances dans ce coin de France, parce que c'est un coin magnifiquement beau, qu'on y voit des animaux dans les champs, qu'on y voit des fermes traditionnelles. Ça se traduit un peu par le tourisme, ça s'est traduit un peu par le tourisme rural, ça s'est traduit un peu par le mouvement des fermes auberges, etc., etc. Sur l'exploitation agricole, puisque c'est quand même le vrai sujet, c'est ça ma question. On a délibérément, depuis maintenant pas mal d'années, réduit, voire supprimé toute l'aide aux installations en permaculture ou toute l'aide aux installations de jeunes agriculteurs qui s'installent en écologie. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faudrait rétablir de très fortes incitations à ceux qui s'installent sur des surfaces modérées pour les cultiver avec le minimum d'insecticides, de polluants chimiques, etc., etc., dans des cultures respectueuses de l'environnement, y compris dans des parcs naturels régionaux, puisqu'on peut exploiter dans les parcs naturels régionaux. On recréerait de l'activité et on sait bien que c'est une boule qui grossit. Quand on a des agriculteurs qui s'installent, il va y avoir une boulangerie, il va y avoir un commerce, il va y avoir un café. Exactement. Etc. Il va y avoir les services qui vont se réinstaller. Ça veut dire une complémentarité aussi avec la petite industrie. Il faudrait peut-être interdire, parce que comme quoi on a besoin de l'État, les supermarchés aussi. Alors, ça veut dire une complémentarité avec l'artisanat et avec le petit commerce. Parce qu'il n'y a pas d'hypermarché en Italie. Et dans ce cas-là, il y a deux problèmes en France. C'est l'absolue préférence pour les hypermarchés et même les hypermarchés dont on sait qu'ils tuent tout le petit commerce et la vie des villages. On peut l'interdire, ça. C'est aussi la préférence. Comme l'Italie le fait, je répète. C'est aussi, j'ai eu l'occasion d'y travailler en tant que conseiller régional, c'est aussi la préférence absolue pour la grande entreprise. Je vous donnerai un exemple que j'ai connu d'assez près, les normes pour l'isolation des maisons. Les normes pour l'isolation des maisons font que pratiquement vous n'avez pas le choix de refaire vos fenêtres en bois,
selon un modèle traditionnel avec sais. le menuisier du coin, Ah ben je vous sais. allez prendre du PVC. Ah ben je sais. Parce que le PVC est fabriqué par une grande entreprise qui a écrit les normes. Écoutez, Il ne faut je pas sais, se faire je viens de changer d'illusions. les fenêtres chez moi, j'ai réussi à faire des fenêtres en bois. Et ça coûte cher. Qu'est-ce que ça coûte cher, mon Dieu. Alors j'avais Mais enfin, j'ai proposé, tenu ça n'a bon, quand même. évidemment C'est pas encore été possible. suivi, j'avais été proposé qu'un conseil régional puisse donner une subvention pour faire l'écart de prix. Le PVC vous coûte 100. Si rester dans le cadre de fenêtres en bois selon le modèle traditionnel avec l'artisan local coûte 200. 160 ou Oui, 200, c'est double. eh ben la région peut prendre une partie de la différence. Oui, On mais m'a évidemment enfin, expliqué que ce n'était pas possible. Est-ce que c'est pas plus simple d'interdire ce qui est nocif, tout simplement, à commencer par les C'est supermarchés? c'est difficile, par exemple, d'interdire des fenêtres en PVC ou des portes en PVC qui répondent aux normes d'isolation. Mais ce qu'il faudrait, c'est que l'écart de prix ne soit pas celui qu'il est, parce qu'il est absolument considérable. Vous citiez un écart de prix de l'ordre du double, c'est probablement ça. Si vous avez 10 ou 20 portes et fenêtres, si vous avez 10 ou 20 fenêtres et 2 portes à J'en avais changer, 12, ça me suffisait. ça représente des sommes absolument considérables. Il faudrait, dans ces domaines-là, il ne faut pas assouplir la législation, mais il faut, dans ces domaines-là, que l'action publique permette de préserver l'artisanat. Alors, je m'empêche de vous poser une question, Hervé Juvin, mais je vais le faire, et si ça vous ennuie d'y répondre, ne me répondez pas, vous êtes assez habile pour faire diversion. Vous chantiez les louanges de Marine Le Pen tout à l'heure, et vous avez été son député, vous avez même lancé une revue quand vous étiez député du groupe, où figuraient l'essentiel même tous les députés du Rassemblement national. Je parle pour vous laisser le temps de réfléchir, parce que la question est un peu perfide. Avez-vous pu parler de tout ça à Marine Le Pen? Moi, j'ai essayé, pour tout vous dire. Oui, je vous répondrai sans aucun embâche. Et que dit-elle? C'est probablement un de mes échecs dans le temps. Oui. J'avais beaucoup travaillé à essayer, je n'étais pas seul, à essayer de rendre l'écologie au mouvement nationaliste conservateur. Mais moi parce aussi, que je pense que 8 ans avant vous, fondamentalement, mon cher. nous partageons totalement les mêmes convictions et la même approche. J'ai essayé en 2012. Fondamentalement, tout sujet écologique et environnemental, il appartient au monde conservateur et national de gens attachés à leur territoire, qui veulent bien vivre sur leur territoire, en paix, en sécurité, etc. Et qui savent s'émerveiller du paysage qu'ils ont devant les yeux les matins en se levant. Ça me paraît très important. Et donc, la réponse à ma question. Et donc, la réponse à votre question, c'est que j'ai fait ce travail. Je pense avoir fait évoluer un certain nombre de positions pendant quelques temps, et je ne suis pas certain que cette évolution soit durable. Je pense aujourd'hui que l'appétit du pouvoir fait que ces sujets environnementaux, écologiques, qui évidemment gênent de grands intérêts, gênent de grandes organisations patronales, gèrent de grands syndicats professionnels, ces orientations écologiques aient été mises au rencard, tout simplement parce qu'il faut d'abord gagner les élections. Bon, bah écoutez, même résultat pour moi, mais je lui dirai plus brutalement, Marine Le Pen se fout complètement de ces questions. Voilà, et je vous le promets, j'ai essayé à plusieurs reprises. Vous avez été d'une habileté et d'une rouerie, enfin d'une habileté formidable au cours de 2 émissions que j'ai vues en préparant celle-ci. Une fois, vous étiez invité pendant plus d'1 heure à France Culture pour représenter le Rassemblement national, parce que c'était à l'approche des élections de 2022, donc comme il ne parle jamais, Radio France ne parle jamais des droites, et notamment pas du Front National, pour autant qu'on veuille bien les mettre à droite. Mais au moment des élections, tout à coup, il faut rattraper. Donc pendant toute 1 heure, il faut remplir le quota, au moins pendant la campagne électorale où les temps de parole sont décomptés. Vous avez eu droit à 1 heure, et puis il y a eu aussi une émission de France Inter au cours de laquelle vous étiez présenté comme le ministre de l'Environnement de Marine Le Pen. Mais rien de ce que vous disiez n'a effleuré l'esprit de Marine Le Pen. Tout reposait sur vous. Remarquez, c'est encore possible, mais hélas, vous n'êtes plus député. Quand on aime les chats, on a une sensibilité à l'environnement, puisque ça traduit au moins un amour des animaux. Vous voulez vraiment être au ministre de l'Environnement de Marine Le Pen? Mais bon, bref. Non, mais c'est un échec. C'est un échec, globalement, Hervé, parlons franchement. On n'arrive pas à réorienter la droite conservatrice. Non, mais je pense Marine Le Pen ne se croit pas. Et je pense que c'est un trésor que la droite conservatrice laisse passer sous son nez. D'autant que, et ça j'en suis absolument convaincu et je n'ai pas varié, au contraire, les jeunes générations sont de plus en plus soucieuses de ces questions-là. Elles sont soucieuses parce qu'il s'agit de leur santé, il s'agit de leur capacité, on ne le dit pas assez, à avoir des enfants,
Il faut savoir que dans la population, notamment du nord de l'Europe, qui se nourrit beaucoup de poissons de mer, qui sont saturés de mercure, etc., qui rendent infertiles, on a un énorme problème, exactement, les jeunes générations, un énorme problème de fécondité, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Ces sujets-là sont devant nous. Les maladies dégénératives produites par les intrants chimiques, les énormes problèmes avec les manipulations du vivant, les énormes problèmes que l'on va rencontrer avec l'ARN messager, qui était dans les vaccins contre le Covid, qu'on est en train de trouver maintenant dans de plus en plus de vaccins. Gloire à Madame Orion, qui était la première à en parler. Qui probablement interviennent directement sur les gènes humains, donc vont se transmettre de génération en génération. Tout ceci, ça fait partie des points totalement aveugles de la réflexion et des positions politiques conservatrices et du débat politique. Alors que c'est extrêmement présent chez les jeunes. Et je pense qu'il y a là une impasse qui politiquement se paiera. Les conservateurs vont payer très lourd d'avoir laissé le monopole de l'écologie au vert, qui l'a complètement détourné et qui l'a complètement falsifié. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'ils s'obsèdent sur ce qu'ils appellent le réchauffement climatique, question hautement discutable. Tout au moins, je ne sais pas quelle est votre opinion sur la question quant aux causes humaines, mais sur la biodiversité, sur l'alimentation, etc. Les écologistes d'abord, ils savent très peu. N'en parlent plus. Je les ai beaucoup côtoyés, j'ai débattu avec eux au Parlement, j'ai été sidéré par l'incompétence magistrale de la plupart d'entre eux. Je ne dis pas tous. Par exemple, Michel Rivasi, malheureusement décédé alors qu'elle s'opposait au vaccin ARN messager. Dans des conditions qui auraient mérité une enquête que personne n'a conduite. Je l'ai connu également avec la ministre Corinne Lepage. Michel Rivasi était réellement compétente sur ces sujets santé-environnement. Oui, vous avez accompagné Corinne Lepage un certain temps, il faut dire ça aussi. J'ai effectivement eu l'honneur de travailler avec elle. Michel Rivasi était réellement quelqu'un qui connaissait les sujets. Ce n'est pas le sujet de beaucoup. Et elle est morte du jour au lendemain, je signale en passant. Elle est morte sur un trottoir à Bruxelles alors qu'elle s'opposait au vaccin. Et apparemment, aucune enquête n'a été diligentée alors qu'elle semblait en parfaite santé. La veille même, elle semblait en parfaite santé. À quelques personnages comme Olivier Marleix et Éric Dénessé. Mais passons. Il y a certains milieux dans lesquels on meurt beaucoup, en effet. Et de manière inexpliquée. Qui dit la vérité, et sans enquête par ailleurs. Alors Michel Rivasi, oui, non, mais ce qui est frappant, c'est l'incompétence de beaucoup. Ce qui est frappant, c'est l'incompétence de beaucoup. Ce qui est frappant surtout, c'est le fait qu'ils recyclent toutes les idées de l'ultra-gauche et toutes les idées de la culture woke sous couvert écologiste. Je prendrai un simple exemple, c'est les manipulations de ce qui s'appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est fondé sur des préoccupations environnementales totalement justifiées. Le problème, c'est qu'il y a un mélange avec les sujets woke, avec les sujets de diversité, d'inclusion, présence des migrants dans l'entreprise, le respect des transgenres, etc., qui n'ont rien à voir avec des sujets environnementaux, voire qui leur sont complètement opposés. Exactement, parce que le grand paradigme, c'est la nature. Le grand paradigme, c'est la nature. On ne peut pas dire que le mariage homosexuel, que les tripatouillages biolo, machin chouette, que tout ce que produit la science en fait qui accompagne le wokisme, en fait de transgenrisme, etc., ne peut pas dire, alors que les écolos l'enfourchent, ce thème-là et ces thèmes-là, comme si c'était le comble de la... Enfin, c'est sans doute le comble de la modernité, c'est ça le plus grave. Ben, c'est pas du tout conforme aux lois de la nature. Hélas, notre conversation touche à sa fin, mais je voudrais vous... Toute la modernité, ça a été la sortie de la nature. Voilà. Depuis la révolution industrielle, mais les bases ont été fondées par les philosophes. C'est pour ça que je dis que le grand paradigme aujourd'hui, c'est la nature. Oui. Il faut sortir de la nature pour être pleinement homme. Ouais. C'est égal à la volonté totale de l'homme, doit s'imposer à la nature. Et dès qu'on parle d'une nature de l'homme, on tombe dans la soumission. On doit totalement s'affranchir des lois de la nature. Alors, ce qu'il faut faire ça nous conduit à un suicide. L'inverse. Exactement, on voit bien aujourd'hui que ça nous conduit à un suicide. Revenir au grand paradigme. Le problème étant que la culture moderniste et la culture woke notamment, et la culture de l'ultra-gauche, c'est très largement aussi une culture de la sortie de la nature. Notamment tout le sujet du genre, tout le sujet de l'indétermination, les enfants doivent décider s'ils sont un garçon ou une fille, etc. etc. C'est l'inverse. Tout ça, c'est la sortie absolue de la nature. Et tout ça, évidemment, c'est la contradiction majeure dans laquelle vont se débattre tôt ou tard les Verts. Ils vont être pris au piège de leurs propres contradictions. Le problème est que ça serait aux conservateurs de le dire, ça serait aux conservateurs de bâtir une politique environnementale cohérente
structuré et qui préside à une très large part de la décision politique et de la décision gouvernementale. Et là-dessus, il y a un échec historique des conservateurs et des nationalistes français, comme d'ailleurs européens. J'avais créé le ciel, je voulais l'appeler à l'origine souveraineté, identité, écologie et liberté. Mais tout le monde a trouvé qu'écologie, ça tombait à côté de la plaque, donc on a mis et liberté tout court. Mais ça, je ne sais pas pourquoi la droite est si bête, c'est pas possible. Enfin, la droite, en tous les cas, les conservateurs sont si bêtes, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que c'est nous qui détenons la vérité en instaurant comme paradigme, et ça pourrait réunir toutes les droites d'ailleurs, face au délire de la modernité, ils sont innombrables. Il faudrait parler aussi de l'immigration, parce que la migration, c'est contraire à la nature. On vit là où on est né. Un arbre, un chien, etc., ne s'en va pas je veux dire... La base de l'eucalypse, c'est vivre bien sur son territoire et participer à la décision de tout ce qui concerne son territoire. Oui. C'est l'inverse même des migrants qui font le malheur des populations dites d'accueil, mais aussi le malheur de la plupart des migrants, dont on sait bien que la plupart, s'ils avaient un avenir dans leur pays, ne souhaiteraient que de rentrer et de prospérer dans leur pays. C'est aussi la conséquence de l'exode rural dans leur propre pays. Bien sûr. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la concentration dans les villes, ou dans notre première émission, je ne sais plus, de la concentration dans les villes des populations africaines, asiatiques, mais il faudrait faire un retour à la campagne dans l'ensemble des pays du monde, y compris. Oui, c'est aussi un grand sujet. C'est aussi un grand sujet pour les campagnes françaises, dont beaucoup sont ravis d'accueillir un certain nombre de familles d'immigrés, de migrants récents, notamment parce que ça permet de garder l'école ouverte. J'ai quelques expériences de communes intérieures de la Bretagne qui n'auraient plus d'école s'il n'y avait pas eu des familles roumaines ou des familles africaines qui soient venues travailler. Parce qu'il y a des prêtres et des églises ouvertes parce qu'il y a on importe tout, bonnes sœurs malgaches et des prêtres congolais. Exactement. Non, mais finissons là-dessus, parce que là, je suis très solennel. Je pense que vous avez tracé des voies pour l'avenir, notamment en commençant, c'est amusant d'ailleurs, par l'échelle mondiale, et en revenant, autre préoccupation géopolitique, mais cette fois dans l'autre sens, c'est pas l'immensité du monde, c'est la terre, c'est la localité. Votre grand sujet, c'est la géographie, en fait. C'est le grand retour de la géographie, du géos, de la terre. Bon, c'est-à-dire de la nature, toujours pareil. Y compris pour la géopolitique, c'est toujours la nature qui reprend ses droits, c'est-à-dire l'endroit où l'on est qui détermine une certaine conception du monde. Donc, est-ce que nous avons une chance d'ici la fin de ce siècle de redonner aux Français ce qui a toujours été leur alpha et l'oméga, leur boussole, c'est-à-dire la nature. Alors, lié, ça c'est l'encyclique de François avec... il ne s'agit pas non plus de déifier la nature, mais peut-être après tout, comme si les dieux étaient dans la nature. Bon, on en a parlé à propos de l'Inde. Mais dans Laudato aussi, François prend bien soin de dire que la nature n'est qu'un reflet de la vérité divine qui est dans un arrière-monde, comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire une transcendance. Mais bref, est-ce que nous avons une chance de redonner à la civilisation française et aux Français sa quille, qui a toujours été pendant des siècles et des siècles, et en France plus qu'ailleurs dans n'importe quel pays d'Europe, parce que nous sommes le pays le plus rural, le plus étendu d'abord, mais donc le plus rural, de redonner ce paradigme salvateur qui est la nature. Est-ce qu'on peut revenir à la nature humaine, à la loi de la nature, qui a été la source de notre civilisation depuis des siècles? Cher Paul-Marie Couteau, ne commettez jamais l'erreur de penser qu'on peut revenir en arrière. Je pense qu'on ne revient jamais en arrière. Ouais, moi, je pense que les valeurs viennent. Et d'ailleurs, il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé, c'est que ce que nous appelons la nature et la nature humaine est en train d'être bouleversée par l'intelligence artificielle, par le couplage des robots et de l'intelligence artificielle. Il se trouve que je vais bientôt publier un livre sur ce sujet, la suite de l'avènement du corps. C'est que se passe-t-il quand dans notre univers quotidien, nous allons être environnés de robots produisant toutes les prestations possibles et souhaitables et que ça peut remplacer en partie la relation humaine. Donc ne faisons pas comme si... Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de paradigme de grâce, de nature. Ne faisons pas comme si on pouvait revenir en arrière. Je pense au contraire. Je pense au contraire que la préoccupation de la santé de gens qui veulent tous maintenant vivre plus d'un siècle, etc., je pense que la préoccupation de gens qui veulent vivre sans accident, qui veulent vivre sans risque, ça va conduire à remettre au premier plan ces questions du lien entre la santé, l'alimentation et la nature. La France, la population française et la population européenne... C'est bien ce que je dis. C'est exactement ce que vous dites.
a une extraordinaire capacité La nature à humaine n'a pas rebondir. changé intrinsèquement. Exactement. Il faut toujours 9 mois pour faire un enfant. Le je grand veux dire. problème, à mon sens, et ça c'est un travail pour les essayistes, pour les universitaires, pour les académiciens, c'est un travail pour tous ceux qui essayent de penser l'avenir, c'est qu'il faut probablement penser avant les Lumières. Je ne dis pas penser contre les Lumières. Les Lumières, ça a été le monde de la raison. La Lumière, ça a été le monde de vérité universelle. Les Lumières, ça a été le monde de le progrès se fait contre la nature. Et l'autonomie, la conquête de la révolution, l'autonomie du genre humain se fait en niant que toute nature est de l'importance. Le triomphe de la volonté, Hegel ou Nietzsche. Et vous savez, c'était déjà les termes de la querelle des anciens et des modernes. C'est tout à fait la querelle de l'ancien et des modernes. Le manque de bol, on l'a perdu. C'est très exactement ça. Les anciens ont perdu. C'est 17e, et donc 3 siècles. Il faut revenir en arrière de 3 siècles. Je pense qu'il faut retravailler sur avant les Lumières. Et il faut travailler avant Benjamin Constant. Je vais vous dire qu'on ne revient jamais, comme vous Benjamin disiez, Constant, au point de départ. On ne va pas revenir, mais il faut travailler avec le matériau qu'on avait à ce moment-là. Oui, mais oui, l'histoire, c'est des cycles. Il faut retravailler sur la liberté politique, dont Benjamin Constant a dit qu'elle n'avait plus de sens. La liberté politique, c'est la liberté des anciens. La liberté de l'individu est la liberté des modernes. La liberté de l'individu nous conduit à un nouveau totalitarisme. Oui. Nous y sommes en plein. Il faut revenir à la liberté politique, qui est la liberté d'une communauté de décider de ses lois, de ses mœurs, etc., etc., et pas d'être aligné par l'extérieur. Tout ça, c'est un travail à faire. Je pense que c'est le plus important travail politique et aussi intellectuel du moment. Énorme. C'est transdisciplinaire. Justement. Le nouveau conservateur, je pense, est un acteur important de ce combat. Mon Dieu, mais de grâce, l'Europe a joué un rôle fondamental dans ce domaine-là. Eh ben, il faut sur le métier remettre l'ouvrage, il faut repenser le monde à nouveau. Il faut le repenser avant les Lumières. Et à partir de la nature, du concept de nature, vous savez, le monde est cyclique, donc les valeurs, elles ne disparaissent pas, elles vont, elles viennent, elles sont disqualifiées. Ça fait 3 siècles de disqualification. Nous avons un énorme travail de progression, on peut dire. Travaillons-y ensemble. Mais ça, Hervé, je vous l'ai toujours proposé. Le problème, c'est que vous vivez à l'échelle du monde et que ça me fait un peu peur. Je suis absolument ravi d'avoir réussi à vous mettre le grappin dessus. Ça n'a pas été commode. Je sais que vous repartez bientôt. Bravo pour votre persévérance. J'ai insisté. Parce que vraiment, Hervé Juvin... Je pense que je pars en Mauritanie. Vous écoutez, c'est vraiment très fructueux. Très fructueux. Et heureusement qu'il y a des livres. Je ne les ai pas tous cités. J'incite tout le monde à vous suivre, à vous lire, dans le Nouveau Conservateur, dans la revue Éléments, à laquelle vous collaborez de temps en temps. Mais il y en a beaucoup. D'abord, lire vos ouvrages, qui souvent sont prophétiques, et tout ce que vous faites nous intéresse. Voilà. Dites-vous bien que nous vous suivons par la pensée et de près, et j'espère que les prophètes comme vous auront ensemencé une terre qui est bien aride. Merci de votre intérêt et de votre attention. Merci beaucoup, Hervé Juvin. Et revenez-nous vite après vos grands voyages. Beaucoup de choses à vous raconter, sans aucun doute. Revenez-nous vite. Merci à vous. Et merci encore. Merci de cette invitation.